Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Eurobois 2020 qui se déroule à Lyon. Et ce matin, nous allons nous poser la question du design global avec le bois et de la façon de construire éventuellement autrement. Avec moi pour en parler, Monsieur Philippe Jarnia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du marché de l'ameublement français. L'ameublement français ? Fédération, organisation professionnelle des industries de l'ameublement, avec des industriels qui fabriquent des meubles, canapés, tables, cuisine, salle de bain, etc. Et literie, et des agenceurs qui font aussi partie de nos métiers. Voilà. À côté de vous, Solène Jacques, bonjour. Bonjour, Vous êtes architecte d'intérieur chez Icona. Icosa. Icosa, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous présenter Icosa ? Alors Icosa, c'est une société que j'ai créée il y a 3 ans, dont je suis la gérante. Et la société a démarré en fait suite à une demande des clients et ça avance bien. Ça avance bien, donc tout va bien. Vous avez le sourire. Christophe Chenu, bonjour. Bonjour, Vous êtes gérant Bloom France, mais vous êtes aussi le président des équipementiers. c'est ça. Il y a quelques années, l'ameublement français a décidé de recréer un secteur qui était un petit peu moribond chez eux, qui s'appelait avant les fournisseurs de l'ameublement français, qu'on a appelé équipementier. La différence entre fournisseur et équipementier, un fournisseur il fournit, un équipementier il a de l'innovation, il a de la réflexion. Et donc on est 12 entreprises autour de la table qui rayonnons autour du marché du meuble, de l'ameublement et de l'agencement. Et dont j'ai la chance de co-animer avec Philippe ce groupement. Parfait. Et vous avez travaillé donc tous les trois ensemble à un projet dont on va parler. Mais avant, Philippe Jarnia, j'aimerais que vous, si je dis le design global avec le bois, j'aimerais que vous me disiez ce que ça évoque pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour nous, c'est plusieurs notions. La première, c'est un design d'usage qui va s'interroger effectivement sur les nouveaux espaces et les nouvelles pratiques que nos concitoyens peuvent avoir aussi bien chez eux que dans des sites professionnels, l'entreprise, le restaurant, l'hôtel, etc. Donc ça, c'est toute la partie fonctionnelle qui nous intéresse beaucoup. Ça, c'est du design d'usage. Il y a le design produit dans lequel on va travailler plutôt sur la fonctionnalité d'un objet, d'une cuisine, d'un siège, de la manière de s'asseoir, etc. Donc ça, c'est des domaines qui nous intéressent. Et le mariage des deux, bien évidemment. Et puis, cette transversalité qu'a le bois pour s'associer avec le métal, le verre, etc., pour les agencements. Et ça, c'est très important aussi. Donc voilà, c'est ça. C'est un peu cette idée qu'on travaille plutôt globalement, qu'on travaille sur l'usage, mais aussi... Oui, nous, on s'intéresse toujours au design produit, mais globalement, on est plutôt sur un raisonnement de projet maintenant. On s'intéresse beaucoup plus à l'évolution de l'ambiance globale et l'incidence sur les produits. Alors on va voir comment vous avez fait justement cette réflexion. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette petite définition ? Ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, on est complètement intégrés dans les meubles, donc on est effectivement plus sur le design d'usage en tant qu'équipementier, quoi, en fait. Alors, Monsieur Jarnia, je vais vous demander ce que vous avez lancé avec ce projet qui s'appelle comment ? Alors, le projet s'appelle Co-Home, dont on va parler. Et il fait partie d'un laboratoire que nous avons créé avec Philippe Moreau, le président de l'ameublement français, qui a une entreprise dans la région Rhône-Alpes qui s'appelle Théma Home, en disant effectivement ce qu'on pouvait considérer dans les entreprises, c'est qu'on fait, dans le terme recherche et développement, on fait du développement mais assez peu de recherche. Et donc l'idée, c'était de créer ce laboratoire qui allait se poser un certain nombre de questions sur l'actualité et l'évolution sociologique des gens, comment ils vivaient, et l'incidence sur nos métiers d'ameublement et d'agenceur. Et donc chaque année, on se prend plusieurs sujets et on est en mode participatif, où on a des designers, des architectes, des industriels, et on prend un sujet comme le co-living, comme les foyers monoparentaux, les personnes âgées, etc. Et on se pose un certain nombre de questions. Comment on vivra dans 5 ans, dans 10 ans ? Et donc on s'invente des scénarios prospectifs. Et celui dont on va parler ce matin, c'est un scénario dans lequel on avait décidé qu'un couple de personnes matures, on va dire, qui avait un très bel appartement place Bellecour de 140 mètres carrés, se disait, tiens, finalement, on est trop grand chez nous, on pourrait consacrer 40 mètres carrés pour la location. Donc, appelons un architecte d'intérieur et demandons-lui d'aménager ces 40 mètres carrés pour les mettre en location. Et cette location, on ne savait pas comment elle allait être utilisée.
pour des professionnels, pour une réunion, pour un recrutement, pour des personnes qui allaient passer une semaine de vacances ou un week-end, etc. Donc on imaginait quelque chose d'assez prospectif, en même temps dans l'actualité, puisque c'est un besoin complètement actuel, et hybride, c'est-à-dire on ne savait pas complètement l'usage. Et on a proposé ce sujet aux équipementiers, et là ils ont répondu très très vite qu'ils étaient d'accord pour participer à cette démarche. Ils ont répondu présent. Pourquoi vous avez répondu présent, les équipementiers? Alors pourquoi on a répondu présent? Parce que la démarche était intéressante de partir du produit, de nos produits, de manière isolée, et d'arriver à un aménagement global. Et de traiter l'aménagement par le produit et non pas par l'esthétique que notre cher... Oui, là, attention. L'esthétique est importante, mais parce que c'est ce qui plaît, c'est ce qui va séduire le consommateur et qui va faire qu'il va signer l'ordre de travaux. Mais on a voulu, nous, à 12 entreprises, dire, bah voilà, je mets en avant un produit et grâce à cette solution innovante, il faut créer une mise en scène, il faut créer une histoire autour de ça. Donc on part du produit et ensuite on arrive à l'architecte. Exactement. C'est ça. D'habitude, on ne fait pas comme ça. Très rarement. Très rarement. Très rarement, l'architecte d'intérieur va dessiner un produit, va venir voir son agenceur en lui disant « Voilà, j'ai vendu ça à des consommateurs, regarde ce qu'on peut faire. » Et donc l'agenceur va nous appeler en nous disant bah, « J'ai une problématique, comment je peux la solutionner ?» On a décidé de le travailler à l'envers. Pour vous, l'architecte, qu'est-ce que ça change? Et après, on verra le projet, hein, mais d'abord d'une manière globale. Alors, de manière globale, déjà, c'est que ça permet d'exploiter des pistes en fait, qui n'étaient pas du tout prévues dès le début du concept du projet. On est vraiment sur une réflexion en fait, où le produit a amené au projet. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Comment le produit peut amener au projet? Tout à fait. Si on parle par exemple de la Space Step de Bloom, en fait, qui a un marchepied intégré à un tiroir, en fait, ce marchepied permet de créer une hauteur supplémentaire dans les meubles. Donc, quand on m'a soumis le produit, je savais déjà que je pouvais travailler sur la hauteur en fait, dans mon projet. Quelque chose que je n'aurais pas forcément amené dès le départ. C'est peut-être dans l'évolution du projet, dans le concept du projet, quelque chose qui serait arrivé dans la démarche beaucoup plus lointainement. Voilà. Monsieur Jarnia, vous, cette démarche, donc, hein, vous appelez ça une démarche inversée, je crois. Pourquoi elle est intéressante? Elle est intéressante pour nous parce qu'elle n'est pas positionnée sur un type d'industriel. C'est-à-dire qu'on peut avoir une recherche conceptuelle qui peut servir différents fabricants à différents niveaux. Là, on a traité plutôt un espace, on va dire, haut de gamme, voire même luxueux. C'est l'appartement Place des Vosges, c'est voilà, pas n'importe qui. Hein. Bellecour, etc. Donc on le voulait un petit peu haut de gamme, mais il y a des solutions qui peuvent s'appliquer effectivement à un produit d'entrée de gamme. L'important, c'est que cette démarche aujourd'hui polyvalence des espaces nous paraît un peu primordiale parce que c'est une demande effectivement du consommateur avec le développement des Airbnb entre autres. Mais je crois que même chez nous, on est dans des déplacements d'usage à l'intérieur de la maison. Et donc, un sujet traité par Domocité avait des applications possibles dans énormément de métiers, de savoir-faire, que ce soit des agenceurs, des cuisinistes, des fabricants de meubles, etc. C'est d'agréger aussi tous les savoir-faire des équipementiers. Oui, parce que la difficulté, c'est qu'en tant qu'équipementier, on va partir d'un fabricant de machines qui s'appelle Bies, on va passer par un fabricant de logiciels qui s'appelle 2020, on va passer par une entreprise qui fabrique de la lumière qui s'appelle SFL, on va aller avec des dépositaires de marques comme LMC qui font des portes invisibles. Et il a fallu mettre tout ça en musique et c'est ça l'originalité du projet. C'est au-delà de l'aspect collaboratif entre nous et on a tout de suite adhéré au projet que Philippe nous a présenté, c'était aussi d'amener une transversalité entre nous et au sein des groupements de l'ameublement français. Bien sûr. On va parler du projet. Expliquez-nous donc comment vous l'avez travaillé en tant qu'architecte et ce que vous ont apporté les divers équipementiers dont on vient d'évoquer le nom. Alors, en fait, j'ai commencé à travailler sur 2 axes par rapport à ce projet. Il y avait déjà la fonction, c'est-à-dire que je suis partie de l'analyse du fait que l'appartement devait être modulable. Donc, je suis partie en fait d'une étude qui a été menée par Edward Theol, qui est un sociologue, anthropologue américain, qui a étudié en fait la notion de proxémie.
La notion de proxémie, en fait, c'est le rapport et la distance qu'on met entre les personnes en fonction des situations. Et ça a été vraiment ma première approche qui m'a permis, en fait, de délimiter, on va dire, un espace public et un espace privé. On sépare cet appartement de 140 mètres carrés, on va regarder du privé, on va en mettre une partie en public. Voilà, on va dire, alors, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une partie qui est liée à des discussions à plusieurs, et on va avoir vraiment une autre partie qui est vraiment un espace d'isolement, je vais dire. Donc, que ce soit pour un professionnel ou pour un particulier, finalement, ce sont deux usages dont on a facilement besoin. La pièce commune va permettre de recevoir des amis, la pièce privée en professionnel va permettre de s'isoler pour téléphoner. Donc, en fait, j'ai vraiment voulu scinder cet appartement en deux. Et puis, en parallèle de ça, donc, chaque équipementier m'a ramené ces innovations qu'il souhaitait implanter dans ce projet. Et puis, j'ai créé une vraie mosaïque. En fait, c'était une mosaïque à assembler pour qu'il y ait un lien entre tous ces produits, les équipementiers, et qui s'intègrent dans une démarche conceptuelle. Parce que finalement, comme on part du produit, c'est un assemblage de produits ou c'est un... Je vois là cette paroi. C'est votre dessin à vous ou c'est ce que vous propose l'équipementier? Alors, cette paroi, elle est assez particulière. En fait, c'est une grande claustra qu'on a mis sur des rails circulaires. Donc, les rails circulaires, par exemple, sont fournis par LMC. Et la paroi a été une observation puisque dans les équipementiers, nous avons Biesse, qui est en fait un fabricant de machines à usiner la matière, et notamment le bois. Et en fait, il m'a fallu intégrer cet équipementier dans le projet. Et la première réflexion que j'ai eue a été donc d'observer du bois au microscope. Et grâce à leur machine, en fait, ils ont pu perforer en fait, ces grandes parois et donner ce motif-là. Et puis après, on a poussé un peu plus loin le concept, puisque nous avons Corian également dans les équipementiers, et on a reproduit ce motif du coup sur du Corian. D'accord. Et ça, c'est quelque chose d'original, on va dire, mais qu'on pourrait... Enfin, d'original, dans le sens... c'est une création. Non, parce que le risque... Pourquoi je me pose cette question? Pourquoi je dis ça? Parce que le risque, en faisant travailler les équipementiers, que j'aime bien, c'est quand même qu'il y ait peut-être aussi une forme de reproductivité et qu'on abandonne un petit peu le travail de création ou pas? En fait, le projet Cohom, c'est un projet inspirant. On n'avait pas pour objectif que l'appartement dessiné par Solène soit reproduit à l'échelle 1 par un agenceur demain, comme ça, mais qui s'inspire et qui se disent « Ah oui, je peux faire de la paroi arrondie avec ma machine de défonçage et je peux le faire sur du bois, sur du corian, sur n'importe quel matériau. Et en plus, il existe des rails circulaires. » Voilà, c'est de l'inspiration. C'est exactement ça, c'est de dire « Ah oui, je n'avais pas pensé que je pouvais faire une table qui soit modulable en hauteur. » C'est vrai que c'est intéressant puisqu'on a plusieurs scénarios. Donc c'est de redonner ou de donner l'idée d'intégrer une des innovations ou une des idées et que les agenceurs s'approprient ça en fait. Alors on va continuer sur le projet parce que du coup je vous ai interrompu. Donc allez-y. Oui, donc en fait, on a vraiment créé ces deux espaces. On a des fonctionnalités modulables. Donc, on a dans la partie privée un lit escamotable qui permet donc à la fois de faire espace nuit et à la fois espace jour, justement pour s'isoler. On a, comme le précisait Christophe, en fait, des vérins donc qui sont fournis par l'INAC, en fait, où on a travaillé toute une structure au niveau de la table qui permet à la fois de moduler la table dans la hauteur, mais à la fois de se déployer pour permettre d'accueillir de 4 à 8 personnes. Et en fait, on a positionné comme ça dans le projet des produits qui ont une vraie cohérence et qui mènent et qui amènent un sens vraiment au projet, en espérant que ça plaise. En espérant que ça plaise. Monsieur Jarnia, vous voulez faire un petit commentaire sur le projet? Oui, on a eu à un certain moment un besoin de trouver un mode de dialogue. Et la manière la plus simple, ça a été parler de scénario. Et donc, on s'est dit, finalement, cet espace de 40 mètres carrés, on a une personne qui va faire une réunion commerciale, il y a 10 personnes dedans, donc il nous faut une grande table. Et la partie privée, entre guillemets, c'est juste une banquette avec une télévision pour téléphoner. Quand on est en famille, en couple, là, on a le lit qui va servir de manière beaucoup plus prégnante. Donc c'est un autre scénario. Et donc le fait de travailler comme ça par scénario est très créatif d'abord, parce qu'on part vraiment des besoins des usagers. Et puis ça permet un dialogue avec les équipementiers en termes de matériel. Moi, je peux fournir telle fonction. Et avec l'architecte, effectivement, le concepteur pour la partie assemblage de tout ça.
Donc en fait, on a. Je reviens sur le. Excusez-moi, je reviens sur le design global avec le bois et je reviens sur la matière bois parce qu'on est à Eurobois et c'est important d'en parler. Dans ce cadre-là, comment vous aide le bois dans votre projet? Alors, je ne sais pas si tu veux répondre. Non, vas-y. Alors, au niveau du projet, tous ces équipementiers travaillent le bois, travaillent en relation avec les métiers du bois. Donc, on intègre forcément d'une manière ou d'une autre ce lien direct en fait, qu'on peut voir à Eurobois. On a une réflexion, je pense par exemple sur Réau ou sur Pflederer, enfin notamment sur Pflederer, où on a intégré par exemple des matériaux qui deviennent inscriptibles et effaçables, alors que peut-être qu'il y a quelques années, on aurait mis un tableau blanc tout simplement pour une réunion. Donc en fait, on a aussi toutes ces innovations qui font ce lien avec ce que devient aussi le bois actuellement dans nos projets. Vous avez parlé tout à l'heure, à propos de ce panneau, de microscope. Vous êtes allé regarder un peu comment était le veinage, j'imagine. Qu'est-ce que vous alliez chercher et quelle est la relation entre les deux? Parce qu'on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout. Le fait que vous vous intéressiez vraiment à la matière et la matière de très près, comment vous avez travaillé ce panneau? Alors, l'idée de ce panneau, c'est qu'en fait, dans cet espace privé, il y a 3 rails circulaires en fait, qui sont mis les uns après les autres et on a trois possibilités en fait, de parois. On a une paroi en miroir, on a une paroi en cintrage bois qui permet d'intégrer une télévision et on a ces fameux claustras. L'idée, c'était vraiment que toutes ces parois pouvaient se rassembler à un endroit. Vous pouvez totalement en fait s'étendre sur cet arc de cercle qu'on a pour dévoiler des fonctions comme un bureau, comme une douche, ou tout simplement venir travailler un jeu avec la lumière au niveau justement de la porte-fenêtre. Et donc en fait, ce travail du bois a permis d'amener en fait une vraie vision poétique, on va dire, au projet, puisque je pense qu'on a un filtrage de la lumière, donc en fait on a forcément des reflets, des ombres, et tout ça en fait, amène un espace totalement différent en fonction du positionnement de ces parois dans la journée. Ça veut dire qu'on a enlevé une partie du bois. Vous avez enlevé une partie particulière du bois ou c'est plus un design, un dessin? C'est plus un dessin. C'est plus un dessin global en se disant, bon, ce dessin-là, avec la luminosité du soleil ou justement des luminaires SFL, va permettre en fait, de créer un motif dans le projet. Sur cette question du bois et de l'utilisation du bois d'une manière générale, hein, en aménagement et sur votre projet de design global, comment vous, équipementier, et vous, Monsieur Jarnia, vous intégrez le bois dans cet ensemble? Alors le bois, nous, c'est un composant sur lequel on va venir s'inscrire. C'est-à-dire qu'on va avoir une paire de coulisses sur lequel on va amener un tiroir bois qui va permettre de s'ouvrir et de se fermer. On va amener des relevants sur des portes en bois ou des choses comme ça. On est dans l'intégration en fait, de la matière. En fait. On va venir s'ajouter à la partie bois. En fait, et pour la plupart des équipementiers, on est sur cette dynamique-là. En fait. Monsieur Jarnia, sur cette dynamique bois? Elle ne s'est jamais arrêtée. On faisait une émission il n'y a pas si longtemps sur le patrimoine et on en a bien discuté aussi à cette occasion-là. On sait qu'on part sur un historique effectivement qui est énorme, aussi bien au niveau technique, au niveau finition qu'au niveau travail du bois. Et on s'aperçoit qu'il n'a jamais arrêté d'innover. Donc on est aujourd'hui sur une demande qui est toujours changeante, qui est toujours évoluante, mais qui reste sur des fondements qui sont très, très, très forts en termes affectifs vis-à-vis à la fois des concepteurs, mais aussi des clients. Et on est en pleine actualité justement de tout ça, dans le sens où il y a un retour sur ces matériaux nobles, entre guillemets, et ça nous fait plaisir. Et en ce moment, on met énormément l'accent sur des aspects sur mesure, puisque que ce soit dans les hôtels ou chez les particuliers, le produit de série, bon, c'est pas compliqué de trouver une chaise à 3,50 $ sur Internet. Il y a un marché pour ça, c'est évident. Mais ce qui nous pousse plus maintenant, c'est des objets qui soient personnalisés, qui ont une âme. Et là, le bois, c'est un outil extraordinaire. Le bois le permet. Là, on est sur un projet donc, qui est expérimental. Ouais. Est-ce que vous allez le décliner? Comment, dans votre approche avec vos clients, est-ce que cette fois-ci,
après avoir réfléchi sur cette façon de travailler, vous allez intégrer cette manière de faire dans vos pratiques. Alors, au niveau du projet en lui-même, je ne vais pas le décliner. Après, en effet, ce qui est vrai, c'est que je vais dès à présent réfléchir autrement sur la conception des projets. Je pense qu'il est très important maintenant pour les architectes et architectes d'intérieur d'être au fait de toutes ces innovations des équipementiers et voilà, et d'être vraiment en permanence à l'écoute et dans l'échange surtout, dans la communication. Je pense que ce projet a permis vraiment de réfléchir à cette notion entre équipementiers et entre architectes, designers, etc. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir ensemble plutôt que de réfléchir chacun de notre côté? Les équipementiers, qu'est-ce qu'ils ont appris de ce projet? Beaucoup de choses. La première chose, c'est la collaboration et la connexion de nos produits sur un même projet, où d'habitude on est plutôt isolé, c'est-à-dire qu'on est appelé individuellement par un agenceur ou par une architecte d'intérieur qui nous dit j'ai une problématique, est-ce que vous avez une solution? Donc là on a beaucoup appris sur la scénarisation, sur plein de choses. Et puis ce qu'on a aussi acquis comme expérience et qui peut se voir sur Eurobois, parce que c'est la deuxième étape de notre projet, c'est que ce bout d'appartement, puisque c'est l'élément central de l'appartement, est en train de se construire sur le stand des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Donc on peut le voir et il sera fini dans sa construction demain soir. Et on peut visiter cet appartement de manière virtuelle, soit sur le stand de 2020 Technologies, soit sur le stand de SFL, soit sur le stand des Compagnons, en remettant des lunettes et avec un petit joystick, on va se promener dans cet appartement. Et déjà nous, en tant qu'équipementier, on a plaisir à se balader dans cet appart parce que rarement on voit nos produits finis et intégrés dans une solution comme ça, quoi, en fait. Je reviens vers vous, mais est-ce que ça peut faire évoluer vos produits, votre manière de faire? Oui. Oui. Oui, clairement. Clairement, parce qu'on a tous des services R&D chez nous et cette expérience nous permet de faire remonter des idées, des modifications, des améliorations, plein de choses. Je sais que SFL, grâce à ce projet, sur sa partie lumière, il l'a modifié un peu, quoi, en fait. Donc, comme c'est lui qui en est le détenteur du projet et du proto, il peut le faire évoluer comme il veut. L'INAC a aussi évolué avec son vérin. Il ne pensait pas qu'on pouvait avoir une table comme ça. Donc dans sa communication prospective, il va modifier tout ça, quoi, en fait. Donc oui, on a évolué. Voilà, donc l'architecte et l'équipementier évoluent. C'est une bonne nouvelle. Et je vais vous demander une petite conclusion, Monsieur Jarnia. Il y a aussi un élément qui est important, c'est cette passerelle qui n'existait pas entre des équipementiers et des architectes. C'est étonnant ce que vous me dites. Moi, je ne suis pas un spécialiste du secteur. Ouais. Mais me dire qu'il n'y avait pas de passerelle ou qu'il manquait de passerelle, pourquoi? Pourquoi? Parce que les architectes d'intérieur ne sont pas forcément intimes et directement liés à des questions d'équipementiers, à des questions entre guillemets pratiques. Parce qu'entre les deux, il y a des fois un agenceur. Et le dialogue, des fois, est coupé effectivement par cette frontière qui est établie. Donc là, de passer entre guillemets en direct, c'était ma foi très intéressant. Et je retiens aussi l'image des équipementiers à l'intérieur de la profession. Parce que, comme le disait Christophe, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a créé ce groupement, il y a 5-6 ans, on parlait de fournisseurs, quoi. C'est des gens qui fournissaient de la quincaillerie, des panneaux et point barre. Là, on est dans un rapport qui est, je ne veux pas comparer à l'automobile, mais on est quand même dans un rapport où l'innovation vient des équipementiers. Et ça, on l'avait senti, une sensibilité à l'intérieur de la profession il y a quelques années. Et là, elle s'est renforcée avec des images en disant finalement, dans l'ameublement ou dans l'agencement, c'est quand même aussi grâce aux équipementiers qu'on innove. Des fois beaucoup plus qu'à l'intérieur de nos entreprises. Voilà, donc un meilleur travail collaboratif, on va dire. Ouais. Est-ce qu'on a tout dit? Je pense. Oh, on a été assez complet, oui. Après, on peut renvoyer les gens vers le site Solutions Agencement, Oui. qui est le site et le blog des équipementiers de l'ameublement français, qui justement est dédié aux agenceurs, architectes d'intérieur, qui permet de les informer de leurs innovations. Voilà. Et est-ce qu'on peut retrouver le projet sur le site? Tout à fait. Donc le projet, on peut le trouver ici à Eurobois jusqu'à vendredi et on pourra le voir fini chez les Compagnons du Devoir. Et on peut le retrouver donc ensuite sur le site internet des équipementiers. Alors c'est solution avec un s-agencement.com.
Écoutez, merci. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler donc de ce projet. Rappelez-moi son nom. Co-Home. Co-Home. Projet collaboratif, le co de Home. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci à vous.